Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition hebdomadaire de notre rendez-vous dédié aux professionnels de l'informatique et des télécoms Informatique News Hebdo. Et comme chaque vendredi, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier pour décrypter l'actualité de la semaine. Guy, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par une annonce du côté de chez Microsoft, la version 3.0 de OneDrive, qui est l'application de stockage de fichiers et qui, comme beaucoup d'autres applications, passe à la sauce IA. C'est vrai que c'est la principale, entre guillemets, innovation de cette version 3.0. C'est ça, donc comme vous disiez, OneDrive, en fait, c'est un disque dur sur le cloud. C'est Pour faire à simple. peu près ça. Ça a été lancé en 2007 par Microsoft. Et donc on arrive à la version 3. Donc la première, en gros, c'était le lancement, c'est vraiment un disque dur sur le cloud. C'était à peu près la même chose que ce qui existait précédemment sur votre PC. Après, il y a eu la deuxième version à apporter la synchronisation entre le PC et puis le cloud et puis la collaboration. Et mobile, ouais. Et puis le troisième, c'est donc celle qui arrive aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc l'idée de Copilot, puisque Copilot est partout à tous les étages chez Microsoft. Donc c'est ça la grosse annonce. Alors Google Drive, donc c'est un peu dans les autres. Il y a Google Drive et puis il y a iCloud pour le monde Apple. Le Open Drive, c'est OneDrive, pardon, je vais y arriver. C'est quand même 2 milliards de fichiers par jour qui sont ajoutés au système. Donc c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Et on imagine un peu ce que ça représente en termes d'infrastructure. Donc l'apport, là, il est quand même assez significatif, à la fois dans l'interface et puis les fonctionnalités. Et donc l'intelligence artificielle va apporter ce qu'on attendait, je dirais, depuis le début, c'est-à-dire qu'on était, et de plus en plus avec le temps, on était toujours étonné de voir la différence entre la recherche d'un fichier ou d'un sujet sur Google pour pas le nommer, et puis la recherche d'un fichier en local. Pseudo-local. Beaucoup plus pauvre. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait quasiment le notre fichier. Et donc ça va permettre justement de faire, alors pas ce que fait le moteur de recherche de Google, puisque le principe il est quand même différent, puisque il est parti sur l'idée que tous les sites web n'étaient pas égaux et que donc c'était les liens entre les voilà, ça peut pas vraiment se faire sur un PC, mais c'est un peu l'approche de AltaVista, vous savez, du moteur de recherche sémantique. Donc on va pouvoir dans les fichiers rechercher des fichiers qui traitent d'un sujet. Ou par exemple, parce que ça marche aussi pour les photos, comme ça se fait dans le monde Apple. En gros, sortez-moi toutes les photos des chats qu'il y a dans mon téléphone. Donc, on arrive, on évolue vers quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment. Et puis, il y a la connexion avec Microsoft 365. Et donc, ça veut dire que, en gros, parce qu'il est intégré nativement avec le monde Office, alors qu'il est que connecté avec le reste. Et donc, on va pouvoir directement, quand on va dans un fichier, on va pouvoir demander, puisque c'est des fonctionnalités qui existent dans Office 365, de faire par exemple une traduction d'un texte directement, pas d'avoir été obligé de l'injecter là où il faut, directement soit un résumé, soit une traduction, en gros tout ce qu'on a maintenant avec ChatGPT, entre guillemets. Donc, c'est une... je dirais que parfois les fonctionnalités arrivent bien après les attentes, c'est un petit peu le cas. Parfois, c'est un peu l'inverse, mais là, pour le coup, ça arrive. Ça correspond à un besoin. À un besoin réel, parce que trouver un fichier dans un PC, il n'y a rien de plus fastidieux, quoi. Et alors, évidemment, on est dans le monde Office, donc c'est pas seulement des documents Word, c'est Excel et PowerPoint et compagnie. Alors justement, on parlait d'infrastructure il y a quelques secondes, Guy. On franchit le pas en parlant cette fois-ci d'OpenStack, qui est de son logiciel phare Bobcat, qui est un des grands leaders des logiciels d'infra
open source, comme son l'a dit, qui sort en version 28. Donc, on imagine avec son lot de nouveautés. Alors, donc vous l'avez dit, Bobcat, puisque en gros, ils ont pris le pli d'appeler, ils suivent l'alphabet, donc c'est la 28e version, donc on a fait 26 plus 2, on arrive au B, donc c'est normal, Bobcat. Donc ils ont fait déjà tout un tour. Des alphabets, oui. Ils recommencent. Donc 28e version, OpenStack, ça a été lancé par... donc c'est il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc on était au début du cloud. On cherchait... Enfin, il y avait plusieurs prétendants à développer des infrastructures cloud, dont cette OpenStack qui est soutenue par une fondation. Il y avait Rackspace, donc qui était un hébergeur. Alors un hébergeur ou un opérateur service cloud, ça dépend comment on À l'époque, c'était plutôt un hébergeur. Et puis la NASA qui était aussi impliquée. Et donc, comme vous le disiez, c'est un projet open source. Donc c'est du logiciel qui est proposé sous licence Apache. Donc c'est très, très modulaire. Il y a un module pour le compute, il y a un module pour le stockage objet, etc. Puis après, il y a des modules complémentaires. OpenStack, en fait, a une spécialité... Enfin, c'est spécialisé pas mal dans le monde des télécoms. Il y a beaucoup d'opérateurs télécoms qui utilisent OpenStack. C'est pour ça qu'on le voit un petit peu moins, parce qu'ils sont très, très spécialisés. Très grande infrastructure. Dans ce secteur. Et puis, aussi dans l'Asie-Pacifique. Et en particulier, parmi les clients, vous avez China Telecom, qui gère ses 900 millions de clients sur infrastructure OpenStack. Donc elle doit être relativement résiliente. Voilà. Donc on peut se dire, parce qu'on a souvent, enfin, les critiques qu'on entend, c'est que c'est un produit assez compliqué à mettre en place. Mais même, je dirais presque, ce seul client-là, à lui tout seul, il pourrait justifier l'existence du produit. Donc, c'est vraiment un produit open source. Donc là, sur cette nouvelle version, c'est quand même 600 développeurs qui sont intervenus, les uns appartenant aux entreprises, les autres des développeurs indépendants. Donc là, on est vraiment dans la mécanique typique du monde open source. Voilà. C'était, je pense, on en parle pas très souvent. On parle plus de Red Hat, par exemple. Voilà, on en parle à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version. Mais bon, c'est quand même... je crois qu'Orange fait partie des promoteurs. Oui, et alors, parmi, il y a OVH Cloud est un utilisateur. Parmi les utilisateurs qu'on peut mentionner, il y a HP. Vous vous souvenez, au début d'HP, ils avaient le projet Helios. Donc, vous voulez être un opérateur de service cloud. Et ils sont partis sur OpenStack. Et puis, les deux qu'on a oubliés, c'est Numergy et CloudWatt, non? Et CloudWatt, qui étaient partis sur OpenStack aussi. Alors, évidemment, c'est pas des cas clients les plus représentatifs, quoi. Enfin, en tout cas, les plus intéressants. Oui. On continue, Guy, puisque cette semaine, c'était l'événement Pure Accelerate 2023, organisé, comme son nom l'indique, par Pure Storage. Et cette occasion, d'ailleurs, vous avez eu le plaisir d'interviewer John Colgrove, qui est le cofondateur de Pure Storage, et qui était d'ailleurs par ailleurs cofondateur de Veritas, enfin, en tout cas, au début de Veritas. Donc il y a des figures de l'industrie. Mais bref, c'est pas pour ça qu'on évoque le sujet. C'est pour le fait que à cette occasion, Veritas a annoncé qu'ils allaient sur le marché du recovery, du disaster recovery. Voilà. Alors, on peut en parler dans le sens où, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, ils peuvent se reporter à l'interview de John Colgrove. Donc, voilà. J'ai trouvé d'ailleurs dans cette interview, à la fin, je lui demande, parce que ça a été créé en 2009, et donc je lui demande, est-ce qu'au début vous aviez cette vision du multi-cloud, puisqu'il parle beaucoup du multi-cloud, et il a été assez franc, il a dit non. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Alors, il y a eu deux Accelerate, donc c'est leur conf qui se déplace en Angleterre, puis en France, puis enfin qui fait le tour d'Europe. Et donc il y a plusieurs annonces, mais on en retiendra deux. La première, c'est que ils sont lancés dans le SSD, donc le disque électronique très tôt. Et ce disque électronique, il a, je dirais, quasiment tous les avantages, sauf qu'il est encore un petit peu plus cher que le disque magnétique.
enfin disent que le HDD, mais ça va pas tarder les courbes vont se croiser. Et donc, évidemment, le SSD, il est moins énergivore, il consomme moins d'électricité, il prend moins de place, enfin, il a toutes les qualités qu'il faut. Et donc, Pure Storage est assez, je dirais, impliqué dans cette voie-là. Et ils ont pris, alors, c'est une sorte de contrat avec le client. En gros, ils fixent un seuil au-delà duquel la consommation ne doit pas aller, et alors seuil énergétique de consommation électrique, et si le client dépasse, alors évidemment dans le cadre du contrat imparti bien sûr, à ce moment-là c'est Pure qui paye ou il donne l'équivalent d'un bon d'achat. Donc ça c'est première annonce. Et puis la deuxième, donc qui est plus importante, comme vous le disiez, c'était le disaster recovery en bon français, donc la récupération après sinistre. Et donc l'annonce qu'ils ont faite là, c'est que en gros on part quand il y a un sinistre. Ils ont un mécanisme de récupération des fichiers donc dans un environnement VMware qu'ils transfèrent sur Amazon EC2. Enfin, sur AWS, pardon. Oui. AWS EC2 et donc en gros il y a une conversion puisqu'il faut bien le faire pendant un moment X, dont la durée est dirais indéterminée, où la récupération du système n'a pas été faite, l'entreprise peut continuer à travailler sur AWS et puis le rapatriement des données sur son propre infra. Et donc, évidemment, pour ça, il faut être déjà client Amazon. Donc, est-ce que pour les clients les entreprises qui ne le sont pas, est-ce que ça suffit pas, mais en tout cas, ils ont évidemment pris Amazon puisque c'est lui qui a la plus grosse part de marché, en disant que, évidemment, après, ils allaient Microsoft, puis Google. Et alors, dans la présentation, la conférence de presse, à un moment, il y a quelqu'un qui a demandé OVH Cloud, et apparemment le nom ne leur disait rien. Enfin, ça évoquait rien pour eux, quoi. Donc, c'était quand même assez intéressant. En tout cas, toujours est-il que pour Pure Software, on a l'idée d'un fournisseur de hardware, c'est vraiment ça va vers le logiciel, beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, John Colgrove, comme vous le disiez, et son autre cofondateur John Haynes sont des gens qui finalement viennent de l'univers du logiciel. Donc, et ça, on l'a vu pas mal dans même NetApps ou Nutanix. Ils se présentent plus comme des fournisseurs, des éditeurs de logiciels que comme des fournisseurs de hardware. Comme disait Marc Andreessen, le logiciel va manger le monde. En attendant, on continue. Alors du stockage des données aux données en elles-mêmes, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement, et on parle évidemment de rugby parce que c'est la Coupe du Monde. Alors pour nos lecteurs qui n'ont pas forcément une image, j'allais dire, très technophile du rugby, puisque quand on voit le niveau des impacts entre les différentes équipes, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais justement un papier assez intéressant qui montre comment l'équipe de France actuelle se nourrit de données, un témoignage du DSI de la Fédération française. Pas du DSI, quelqu'un Head of Science, voilà, du chef Julien Piscon, qui est là depuis qu'elle a FFR depuis 2016. Donc c'est pas récent, et qui montre comment la donnée a transformé d'une certaine manière la vision que les entraîneurs et le staff peuvent avoir de son équipe. Alors donc ça fait 2 ans que la Fédération française de rugby a fait un accord avec SAS, l'éditeur SAS, bien connu, et donc exploite la donnée pour améliorer la stratégie, la tactique du jeu, donc les différentes phases du jeu, et puis aussi la santé des joueurs. Il y a évidemment pour ça il faut récupérer des données. Donc ça veut dire que maintenant vous avez des maillots connectés, des casques connectés pour avoir, dans le cadre de la santé, pour avoir au moment des chocs, les ballons connectés. Donc, à chaque match, c'est 360 000 données. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Et la Fédération française de rugby dit avoir un historique de 4 années de matchs. Donc, vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc, à la Fédération française, donc, il y a
data scientist, on va dire, depuis un certain temps. Et puis, vous savez aussi, Fabien Galtier est quelqu'un qui est très impliqué dans ce domaine-là, parce que vous vous souvenez, on a fait une interview de lui il y a quelques années, oui. Il était plus ou moins consultant chez Capgemini, et donc il avait fait une présentation, je crois que c'est dans le cadre d'une conférence d'un concurrent, enfin de BMC. BMC, oui, c'était à l'époque. Sur et ça remonte à il y a déjà 4-5 ans au moins. Facilement, oui. Donc il faisait déjà l'utilisation des données pour améliorer le jeu. Donc la Fédération française est très en avance. Évidemment, la difficulté d'une équipe nationale, enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre le rugby, parce que je crois que c'est votre sport favori, c'est que en gros, on a des équipes de clubs et il faut constituer une équipe en quelques jours. Alors même si les mêmes joueurs rejouent de temps en temps ensemble, c'est très difficile. Donc c'est pour ça que la compilation des données est quand même très intéressante. La question que je me posais en regardant tout ça, c'est je me disais finalement, quand on a utilisé la donnée pour améliorer l'aérodynamisme des voitures, aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent, plus ou moins, parce qu'en gros, c'est le CX qui détermine la forme de la voiture. Donc, il n'y a plus les formes des voitures, les belles Chevrolet, enfin, les voitures américaines, ou même la traction Citroën. Enfin, quand même... Elle est condamnée par l'aérodynamisme. Elle est à nul autre pareil, alors qu'aujourd'hui, je serais bien aimable de distinguer une voiture d'une autre. Et donc, la question que je me pose... qui sont intéressants de poser d'ailleurs. C'est l'uniformisation. C'est de dire, voilà, est-ce que finalement, avec l'utilisation de ces techniques-là, on va pas, parce qu'on parlait toujours du jeu à la française qui était différent du jeu des Gallois ou des Anglais, est-ce qu'on va pas aller vers une uniformisation du jeu, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Alors bon, malgré tout, on arrive aux choses sérieuses, on est au moment des quarts de finale. Donc on va voir si toutes ces techniques vont nous permettre d'aller plus loin, de gagner contre l'Afrique du Sud déjà dimanche, et puis après en espérant aller jusqu'au 28. Pour la suite. On ne sait pas encore contre qui, mais finalement la logique est quand même assez bien respectée, puisqu'on a les deux équipes du Sud, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Il y a les Fidji qui sont là. L'Argentine, la France, et puis malgré tout 3 équipes du Royaume-Uni. C'est quand même pas rien. C'est comme si on avait 3 équipes de France. La France, la Corse et la Guadeloupe. C'est là le berceau du rugby. C'est le berceau du rugby, oui. C'est comme ça. Et on finit cette première partie de l'émission par une annonce aussi assez intéressante, alors, pour le coup est complètement différente, parce qu'on parle souvent ici de supercalculateurs. Et il a été annoncé la commande d'un nouveau supercalculateur Jupiter opéré par Atos, dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment. Mais l'information la plus intéressante, c'est que c'est basé sur un processeur européen. Cyperl, je crois. Voilà, donc la société s'appelle Cyperl, qui a été fondée par Philippe Noton, qui a une longue expérience dans le monde des microprocesseurs. Il a travaillé en particulier chez ST Microelectronics. Puis après, il a travaillé au niveau de l'Euro-HPC, je crois, européen. Donc, il était directeur d'un programme européen. Et donc là, c'est une initiative, on va dire, franco-européenne. Donc la création de cette entreprise Cyperl qui a déjà levé pas mal d'argent, et donc c'est comme vous le disiez, l'Euro-HPC veut mettre en place des supercalculateurs pour l'Europe, qui faisait un peu défaut. Vous voyez, on en parle régulièrement dans le top 500. Et donc il y a ce projet de supercalculateur Jupiter qui sera le premier exascale européen prévu pour 2024, qui sera basé en Allemagne et qui utilisera des microprocesseurs basse consommation, donc REA, développé par Cyperl. Et ça, c'est le modèle RM. C'est-à-dire que, enfin, ou ARM, je ne sais pas comment on dit. Donc, en gros, c'est la conception. Donc, ils ont ils sont 6 centres de conception, 4 en France, et puis un à Barcelone et un, je ne sais plus où, enfin, en Europe. Donc, la conception est européenne et la fabrication est chez TSMC, le Taïwanais bien connu, qui fabrique quasiment tous les microprocesseurs du monde. Donc, on n'en est pas encore au rapatriement de la fabrication des microprocesseurs en Europe. En tout cas, je dirais que ce modèle-là, ARM, permet de développer les microprocesseurs. Et donc, comme vous le disiez, c'est quand même un gros pari, parce que ce projet, c'est pas le petit projet du coin, basé sur un nouveau processeur. Alors, c'est du 6 nanomètres, donc on n'est pas
pas sur les processeurs d'Apple, mais malgré tout, ça nécessite d'avoir des garanties sur, je dirais, la fiabilité de ce projet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de mentionner. Alors, on qualifie parfois Sipperl d'Intel européen, donc, ou des Airbus, parce qu'il y a un peu les deux, si je puis dire. Bon, c'est peut-être aller encore un peu vite en besogne, mais en tout cas, on est dans le cadre du CHIP Act. Donc c'est l'Europe qui a compris que les microprocesseurs, c'était le pétrole de demain et d'aujourd'hui même, et donc qui veut faire en sorte qu'on rapatrie, enfin on développe des compétences en Europe. Sujet. Donc c'est un des résultats de ça, et c'était quand même quelque chose d'intéressant à voir, mentionner. Surtout qu'en plus, si on regarde de près, ARM, c'est britannique à l'origine. C'est britannique, exactement. Pas l'oublier. Oui. Peut-être on pensait que c'est américain, mais en fait... Non, tout à fait. Sipperl, on l'a dit, c'est français. Et pas oublier non plus qu'une grande partie des machines qui permettent de graver en 6 nanomètres viennent du fabricant hollandais bien connu, dont j'ai plus le nom en tête. Mais en tout cas, c'est le seul fabricant au monde de ces machines-là. Donc bon, on n'est pas dans la chaîne de valeur finalement. Non, on commence à mettre quelques pions. Il y a juste l'intégration, enfin juste, entre guillemets, qui évidemment... Enfin, en tout cas, c'est une belle performance. On attend évidemment avec impatience le résultat. Pour les détracteurs de l'Europe, malgré tout, il y a quand même quelques résultats. Voilà. Et on continue, Guy, avec le dossier de la semaine, et c'est du côté de chez Free, Iliad, on va dire, oui. Ça se passe, puisque ce qui était un peu anticipé quand même, mine de rien, le rapprochement entre Scaleway et FreePro est en train de se dessiner avec la création d'une nouvelle filiale qui va regrouper notamment la partie data center. C'est ça. Donc, il y avait deux... Donc, Iliad, c'est Free, tout le monde connaît Free. Et puis, il y avait donc ces projets dans le domaine du cloud ou de l'hébergement. Donc, il y avait deux entités. Scaleway, on avait reçu Yann Lechel, qui n'est plus chez Scaleway aujourd'hui. Et puis, une autre entreprise qui est basée... Alors, Scaleway, c'est plutôt Paris. Et puis, Jaguar, qui était sur Marseille et Lyon, qui est devenu aujourd'hui FreePro. Et donc, Scaleway était plutôt orienté cloud public et Jaguar plutôt orienté cloud privé. Même si, c'est vrai que la frontière n'est parfois un peu floue. Pas toujours. Et donc, c'est une annonce que Xavier Niel a faite lui-même, je dirais global, avec des investissements dans le cadre dans le domaine de l'intelligence artificielle. On avance le chiffre ils avancent le chiffre de 200 millions d'euros, donc c'est pas négligeable. Avec donc la réunion de ces deux entreprises et des data centers. Je dirais, de ces deux entreprises, Scaleway et FreePro, mises en commun dans cette société Opcore. Et puis le développement, donc du côté de Scaleway, la construction, plutôt la mise en place d'un supercalculateur NVIDIA, donc qui va être spécialisé pour tout ce qui est recherche d'intelligence artificielle. Modèle type LLM. Alors, en gros, c'est ça, pour entraîner les moteurs de LLM, parce qu'on sait que pour ça, il faut des supercalculateurs. Donc, c'est vraiment Scaleway, là, pour le coup... pas Scaleway, pardon. Opcore, ou je sais pas quelle entité il faut... En tout cas, le cloud chez Free devient quelque chose, je dirais, d'important, et avec l'idée de concurrencer OVH Cloud, clairement. OVH Cloud... L'ordre de grandeur, c'est à peu près, cette année, c'est un petit peu inférieur, mais on approche le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, Scaleway n'est pas encore là, mais en tout cas, la question c'est est-ce que Iliad va réussir le même coup qu'il avait réussi avec Free dans le domaine du cloud? On verra, mais même si les problématiques sont pas tout à fait les mêmes. Pas tout à fait les mêmes. En tout cas, pour l'anecdote, on rappellera que Octave Klaba a été au départ hébergé par Xavier Niel. Oui. Donc, voilà. Alors, les chemins ont divergé. Et bon. Oui, il y a dans ces annonces, il y a donc l'IA, il y a la création de laboratoires, il y a
dans le cadre de Station 42 aussi. Enfin bon, il y a un certain nombre... Oui, c'est ça, Station F. L'école 42, donc il y a un certain nombre de... Donc je dirais qu'il y a quand même pas mal de briques en place de briques pour qu'on devienne une place qui compte en matière d'IA. Enfin, Paris devient une place qui compte en matière d'IA. Ça, c'était pour la semaine passée, Guy. Pour la semaine à venir, c'est chez nos camarades d'IT for Business que ça se passe, avec justement, ça change un peu, une matinale dédiée à l'IA, et notamment comment on peut utiliser, comment les DSI qui nous regardent peuvent mettre en place l'IA pour leur métier, avec toute une pléiade d'invités, à la fois des fournisseurs et des utilisateurs. Oui, donc c'est le 19 octobre, c'est en live donc à 9h30 comme d'habitude. Et donc c'est vraiment un sujet qui est attendu parce que vous vous souvenez, finalement, les premières fois qu'on a parlé d'intelligence artificielle générative, c'est en début d'année. Le phénomène OpenAI, ChatGPT. Et ça s'est, je dirais, diffusé à la fois dans le grand public, mais aussi dans les entreprises d'une manière absolument phénoménale. Alors parfois avec des conséquences regrettables, comme cette entreprise dont j'ai plus le nom en tête, qui était spécialisée dans la réunion les revues de presse. En gros, ils ont dit qu'ils allaient supprimer les postes. La moitié des postes, donc c'est quand même assez considérable. Mais pour les entreprises, donc il y a tout un tas il y a des opportunités à prendre pour améliorer les process, pour améliorer les métiers. Et donc c'est le sujet qui a été retenu par notre confrère IT for Business, donc qui tombe vraiment à point, si je puis dire. Alors, comme vous disiez, il y a des fournisseurs, donc il y a AWS, il y a Cofax. Parmi les clients, il y a Expléo aussi, un cabinet de conseil. Donc, je dirais que c'est assez varié comme panel. Et puis surtout une start-up dont on parle, Lighton, qui décline ses propres modèles LLM qu'on peut déployer dans une entreprise. Ce sera toujours intéressant d'avoir la vision de quelqu'un qui a, entre guillemets, les mains dans le cambouis. Et est-ce que, là, pour le coup, est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui de développer ses propres LLM et pas de réutiliser ceux qui existent déjà ? Parce qu'il n'y en a pas des milliers sur le marché. Il n'y en a que quelques-uns et ça nécessite de très, très gros moyens. Et bien justement, rendez-vous le 19 octobre pour en savoir un peu plus. Et puis on finit par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, et cette fois-ci, c'est du côté des réseaux sociaux que ça se passe, avec les récents événements du côté du Proche-Orient, enfin du Moyen-Orient, pardon, et un rappel à l'ordre de Bruxelles après ex-Twitter, et maintenant c'est au tour de Meta. Il y a Meta, il y a TikTok, mais je dirais que ça me fait un peu penser à... Vous savez, quand les parents, ils engueulent leurs enfants et ils leur disent « Bon, si tu fais pas ça, tu vas voir. Et attention, je vais compter jusqu'à 3. » Ils comptent 1, 2, 2,5. Donc, ça me fait un petit peu cette impression-là, si vous voulez. Alors, je suis un peu caricatural parce qu'il y a quand même des amendes qui sont tombées. Enfin, l'Europe fait entendre sa voix, mais là, pour le coup, je me demande s'il ne fallait pas avoir Parce que la mise en garde, franchement, à mon avis, les gens de TikTok, ça leur fait TikTok. Quoi. Oui. Et c'est l'occasion quand même de voir si le fameux DSA qui va maintenant pouvoir être en place, appliqué est-ce qu'il est applicable, est-ce qu'il est opérationnel ? C'est un peu un cas d'école. Parce que c'est vrai que les amendes sont loin d'être négligeables. Donc, c'est un bon cas. Enfin, malheureusement, sur une situation absolument effroyable, c'est un cas d'école pour voir si ça peut fonctionner. Si ça sert à quelque chose. Suite au prochain épisode. Merci en tout cas, Guy. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite évidemment un très beau week-end, une très belle semaine. Et puis, je pourrai nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci, à très bientôt.